On a une vidéo en haute définition. C'est juste un beau paysage. T'as vu ça? En 2006, il y a eu un incident qui a été provoqué par une espèce d'ovni. Les gens appelaient pour signaler des lumières dans le ciel. Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, ça vient pas de ce monde. Ça n'a aucun sens. Il va falloir qu'on envoie une équipe au Brésil. Tout le monde l'a vu. C'était la panique générale. Ah bon? C'est de la folie. Il faut absolument qu'on trouve des témoins. C'est dingue! C'est peut-être la meilleure preuve qu'on ait jamais eue. Quelqu'un a vu une lumière. Mais cette fois, les victimes n'étaient pas des animaux. C'était des êtres humains. Des gens? Oui. On va s'appuyer sur les données qu'on a, d'accord? On va étudier la trajectoire sur la carte. Ok. L'enquêteur Mike Cole et l'analyste de conflit Michael Livingstone étudient les informations recueillies dans le Montana. Le 6 octobre 2006, un ancien responsable de missiles nucléaires et agent de renseignement de la CIA a signalé qu'un ovni avait survolé un champ de silos à missiles et déclenché 4 détecteurs sur une distance de 150 km. Ce qui m'intrigue vraiment dans cette histoire, c'est qu'on parle de 4 détecteurs différents répartis sur 150 km. Quelque chose a déclenché les alarmes de ces 4 silos depuis l'extérieur. Ça réduit le champ des possibles. Ça pourrait être un drone expérimental, comme l'a déclaré le gouvernement. Cette histoire de drone n'a aucun sens. L'armée ne ferait jamais voler un aéronef au-dessus d'un site aussi sensible. Mais même sans ça, la vitesse moyenne d'un drone est de quoi? 150 km/h? 250. Ok. Et le drone civil le plus perfectionné se déplace à 500 km/h. Mais ce truc volait à 900 km/h. C'est pas logique. Tu peux zoomer? Voyons voir. On a une maison ici et ici. Il y a des gens qui habitent près de la trajectoire présumée de l'OVNI. S'il y a des habitants, on a des témoins potentiels. Oui, en plus de l'excellent témoin qu'on a déjà pu interroger. On a les données des détecteurs, mais on peut peut-être trouver quelqu'un qui a vu la scène de ses propres yeux. Paul et Kawa sont dans le coin. On va leur demander d'enquêter et taper à toutes les portes dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourra nous raconter ce qui s'est passé en 2006. Le silo le plus au nord est juste au nord-est. Donc on se trouve au tout début de la trajectoire qu'Andrew nous a montrée. On va continuer vers le sud pour essayer de trouver un témoin. Ouais. Le journaliste Paul Biban et le béret vert spécialisé dans les renseignements Kawa Malay sont dans le Montana pour enquêter sur un ovni qui aurait déclenché les alarmes de 4 silos nucléaires. Il y a une grande maison. Ouais, allons-y. On a une trajectoire précise qui couvre la distance entre ces silos. Et il y a sûrement des gens qui vivent dans le coin, donc si un phénomène étrange s'est produit en 2006, Il y a personne. il y a peut-être des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Bon, au suivant. C'est mort. Ouais, il n'y a pas un chat. C'est désert dans le coin. Il y a quelques maisons là-bas. Bonjour, Bonjour. on a une question bizarre à vous poser. Quelque chose a déclenché les détecteurs des 4 silos répartis sur 150 km ici. Ça vous parle? Vous avez vu des choses étranges? Non, ça ne me dit rien. Ok. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, désolé. Merci. On a interrogé des riverains et personne n'a vu quoi que ce soit d'étrange. Mais ce n'est que le début. Il nous reste encore 140 km pour obtenir des réponses. Il y a une maison là. Espérons qu'il y ait quelqu'un. Désolé de vous déranger, mais on enquête sur un événement qui s'est produit dans les environs en 2006. J'habitais pas là. Ok. Mais ceux qui vivent là-bas étaient déjà là. Ils habitaient là en 2006? Oui. Continuez tout droit et c'est la maison qu'on voit tout là-bas. C'est là qu'ils habitent.
D'accord. On a obtenu l'adresse d'un témoin potentiel. Il vivait dans le coin à l'époque où ça s'est passé. Donc il faut qu'on lui demande s'il a vu quelque chose. Hey Michael, je viens juste de recevoir un email d'un ancien collègue des services de renseignement. Il est spécialisé dans la surveillance aérienne. Tu devrais regarder cette vidéo, elle vaut le détour. Elle date de 2016 et elle a été tournée par James Chappie, un pilote de drone à Beaver, dans l'Utah. C'est une ville qui se trouve pile entre Moab et le site d'essai du Nevada. Mon collègue nous a envoyé la vidéo pour qu'on se fasse notre propre idée. Il y a de la broussaille et des chênes. C'est juste un beau paysage. Oui, mais ton collègue a dû t'envoyer cette vidéo pour une raison. T'as vu ça? Reviens en arrière. Image par image. Regarde, il s'est redressé Il fait un virage et il se redresse hyper rapidement. et il disparaît. Tu crois que c'est des images de synthèse? Si c'en est, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Si on le compare aux arbres, l'objet est plutôt petit et il n'impacte pas les alentours. Je ne vois pas de traces de propulsion ou de panache. Les feuilles des arbres en dessous ne bougent pas. Mais on n'a pas assez d'infos pour savoir exactement à quelle distance il se trouve. Et sans la superficie, c'est dur à évaluer. Il s'avance vers la caméra et il traverse le champ. Il avance vers nous, mais l'objectif écrase les perspectives. Il nous manque un paquet d'informations. Mais un objet sans propulsion et qui est allongé et blanc, ça me rappelle l'incident du Nimitz. L'OVNI enregistré par le drone fait étrangement écho à un autre dossier découvert au cours de l'enquête. T'as vu ça? L'incident du Nimitz en 2004, où l'un des pilotes d'avions de chasse a remarqué un objet dans le ciel, se déplaçant à une vitesse estimée de près de 4000 km/h. Si quoi que ce soit de biologique s'était trouvé dans cette chose, il aurait été réduit en bouillie. C'est vraiment bizarre. Si la vidéo n'est pas truquée, c'est une preuve hyper intéressante. Oui. On va envoyer Nick et Sarah dans l'Utah pour parler à James Chappie. J'espère que cette vidéo sera de bonne qualité et qu'on pourra prouver qu'elle n'a pas été falsifiée. Ça pourrait vraiment changer la donne. L'astrophysicienne et journaliste Sarah Credas et l'agent de renseignement Nick Carnesi sont à Salt Lake City pour rencontrer James Chappie, un homme qui aurait enregistré un OVNI grâce à la caméra de son drone en 2016. Il a immortalisé l'événement en images. C'est incroyable. Il faut qu'on lui parle et qu'on vérifie l'authenticité de la vidéo. La première étape va être d'écouter sa version des faits. James? Ouais, Nick. Enchanté, entrez. Merci. On peut s'installer dans la cuisine. Ouais, super. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. On nous a dit que vous aviez fait une rencontre intéressante et on aimerait en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. J'étais dans la ville de Beaver le 19 octobre 2016 pour filmer des vidéos aériennes pour un documentaire. À la fin du tournage, j'ai rejoint mon hôtel. J'ai transféré les vidéos de la carte mémoire sur mon disque dur et en regardant les différents clips, je suis tombé sur cette vidéo et je la regardais en accéléré quand j'ai remarqué un détail qui a retenu mon attention. J'ai vu un objet vraiment étrange passer juste devant le drone. Je l'ai vu vraiment tracer devant la caméra. Il était très rapide. On peut voir? Ouais. Super. J'ai hâte de voir ça. Je vais sortir mon PC. Je vais vous montrer ça. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Voilà ce que j'ai vu. Ouais, c'est fou. On dirait qu'il descend et qu'il fait un virage relevé. Ouais. On peut le revoir? Ouais. Ça dure un quart de seconde. Il vole super vite. Et on est à quelle vitesse d'image?
60 images par seconde. Et en l'espace d'une seconde, on peut voir qu'il parcourt cette distance à toute vitesse. Et l'autre détail qui m'a intrigué, c'est que ce jour-là, je me souviens qu'il y avait beaucoup de vent, et on peut même voir à l'image que le drone n'est pas hyper stable. Mais l'objet n'a absolument pas l'air d'être impacté par le vent. C'est bizarre, parce qu'on dirait qu'il est quasiment translucide et d'un blanc argenté. Ouais. C'est dingue, non? Ça ne peut pas être une illusion d'optique? Non, j'ai déjà vu des lumières parasites, des oiseaux, des insectes, des drones, des avions. J'ai tout vu et pour moi, c'est rien de tout ça. La vidéo a pu être truquée avant que vous ne la voyiez? Non, j'étais le seul à avoir accès aux cartes mémoire. Mais j'aimerais savoir ce que c'est ce truc. Si on parvient à authentifier cette vidéo, alors... c'est pas rien. C'est un enregistrement vidéo d'un phénomène qu'on ne peut pas expliquer. Et si cette vidéo s'avère authentique, c'est probablement la preuve la plus incroyable que j'ai pu voir au cours de cette enquête. Ce serait super que vous puissiez nous fournir une copie de cette vidéo pour qu'on puisse essayer de l'authentifier. Faites vos analyses et tenez-moi informé. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'un expert judiciaire authentifie cette vidéo. Mais si elle est réelle, c'est sûrement la meilleure qu'on ait vue. Cette vidéo constitue potentiellement une preuve extraordinaire, mais il faut qu'on l'analyse scientifiquement. Oui, mais les images sont convaincantes, donc espérons qu'elles soient authentiques. Nick et Sarah ont rendez-vous avec l'expert en audiovisuel Michael Primo, dans le but d'identifier les images d'un ovni enregistré en 2016. Le pilote du drone, James, nous a fourni une copie de la vidéo en question. On va commencer avec l'analyse préliminaire. Si cette vidéo a été truquée, vous allez le savoir? Vous pourrez détecter les trucages? Oui, et avec précision. Ok, super. Il va arriver devant cette montagne et passer devant nous. Ok, voyons voir ça. Ouais. Voilà. Il se déplace très rapidement. Si on avance image par image, on peut voir que la forme de l'objet n'est pas vraiment altérée. J'aurais imaginé que l'objet serait plus dense ou plus large si la vidéo était truquée. Et comme il s'agit de haute définition, il faudrait un niveau de compétence très élevé pour réussir à reproduire le flou dû à la vitesse de déplacement, tout en parvenant à le dissocier des nuages. Il faudrait beaucoup de travail pour truquer de telles images. Qu'est-ce qu'on peut faire pour authentifier cette vidéo? Premièrement, on va créer un échantillon pour comparer la façon dont la caméra se comporte. Donc, on veut un échantillon témoin. Exactement. Pour cet échantillon, l'équipe utilise le même modèle de drone que James Chappie pour comparer les enregistrements et repérer de potentielles incohérences. On va le lancer. Je pense que l'altitude à laquelle l'autre vidéo a été tournée était d'environ 12 mètres. Ok. Et ce qu'il faudrait, c'est reproduire le même mouvement de caméra. D'après ce qu'on a vu, le drone se déplaçait lentement vers l'avant pour bien filmer le paysage. C'est parti. « 12 mètres? Ouais. Je pense qu'on est bien là. Si on analyse cette vidéo, c'est parce qu'on veut la vérité. Est-ce qu'elle est authentique ou est-ce qu'elle a été truquée? On n'en saura rien avant que l'expert l'étudie. Parfait. C'est bon? Oui, on va récupérer la carte SD et transférer les images sur l'ordinateur. Ok. Et voilà, parfait. Ok. Allez, on va pouvoir transférer cet échantillon témoin. Donc on a le même ordre de champ GPS. C'est-à-dire? La position des informations GPS dans les métadonnées est cohérente. Quand les infos relatives au GPS ont été falsifiées, elles peuvent basculer à la fin du fichier et apparaître comme un ajout. Mais dans ce cas précis, ces informations apparaissent dans le même ordre de champ. On peut déterminer numériquement comment se comporte la caméra et comment le fichier a été créé. Et il y a plus de similarités que de divergences. La structure numérique coïncide.
Ce qui pourrait vouloir dire que la vidéo n'a pas été truquée? La structure numérique est cohérente avec ce qu'on s'attendrait à voir avec ce modèle de caméra. C'est la première étape d'authentification? Ouais. Maintenant, il faut qu'on plonge dans les métadonnées pour étudier des éléments dont la plupart des gens ne connaissent pas l'existence. Et c'est grâce à cette analyse qu'on pourra déterminer si la vidéo est authentique. Maintenant qu'on a effectué l'analyse préliminaire de cette vidéo, on va pouvoir étudier les informations numériques plus en détail. C'est l'étape 2. Ok. On va commencer par décrypter la ligne de commande, ce qui va nous permettre d'extraire chaque image individuellement. Michael analyse les métadonnées à l'aide d'un logiciel conçu pour déterminer si les déplacements de l'objet sont cohérents avec son environnement. Avec la technologie actuelle, on peut facilement truquer des images. Donc on va utiliser un logiciel perfectionné pour savoir s'il s'agit d'une vidéo authentique. Le logiciel dissèque la vidéo pour en sortir chaque image et déterminer comment se comportent les pixels. Le logiciel analyse chaque image de la vidéo pour cartographier les déplacements de l'objet et déterminer s'ils sont cohérents ou non. Les vecteurs de mouvement sont des flèches qui prédisent le comportement de l'objet et nous informent de la direction dans laquelle il va aller. Le logiciel assigne des flèches au déplacement de chaque pixel, image par image. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment précis, là où on a la dernière image sur laquelle on voit encore l'objet qui se déplace très rapidement, il va tellement vite qu'il est quasi invisible, mais les vecteurs de mouvement continuent de prédire la direction dans laquelle il va. Il y a beaucoup de détails qui seraient difficiles à falsifier pour faire croire aux vecteurs que l'objet se déplace dans cette direction. Si cette vidéo était truquée, qu'est-ce qu'on verrait? Ces vecteurs seraient plus éparpillés et beaucoup moins précis. Et le plus incroyable, c'est qu'une fois que l'objet n'est plus à l'écran, il y a encore des traces de mouvement à l'image. Donc, est-ce qu'on peut écarter la possibilité qu'elle soit truquée? Si je me base sur les analyses que je viens d'effectuer, je peux affirmer qu'il s'agit d'une représentation authentique de l'événement qui s'est produit. On a effectué plusieurs analyses sur cette vidéo. Et Michael nous confirme avec une grande certitude que la vidéo n'a absolument pas été truquée. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce que c'est. Quel est cet objet? Est-ce qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe à l'écran? En fonction de l'endroit d'où l'objet arrive, on peut estimer la vitesse à laquelle il se déplace en se basant sur le temps que l'objet passe à l'écran. Mais il faut qu'on détermine la longueur minimum de cette vallée pour obtenir un kilométrage par seconde. Pour calculer cette vitesse, l'équipe détermine la distance parcourue. D'un point à l'autre, on a 3 kilomètres. Et la divise par les 2 secondes durant lesquelles l'objet est visible. Donc l'objet a couvert une distance d'à peu près 3 km et il est apparu environ 2 secondes à l'écran. S'il a fait 1,5 km en 1 seconde, il volait à 5800 km/h. Autant dire qu'il est hyper rapide. On le voit à peine à l'écran. Je suis soufflé. C'est sûrement la vidéo d'OVNI la plus convaincante qui existe. Ça me rappelle l'incident du Nimitz dont Kevin Day nous a parlé. L'objet a parcouru 3 km en 2 secondes. Je ne connais pas d'aéronef militaire aussi rapide. Est-ce que cette vidéo est la preuve d'un vaisseau extraterrestre ? Bon, on va se garer ici. Ouais. Ok. Paul et Kawa arrivent à l'adresse où un habitant résidait lorsqu'un ovni a déclenché les détecteurs de vibration de 4 silos à missiles nucléaires. Bonjour. 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 Ça va? Super. Désolé de débarquer à l'improviste. Je m'appelle Paul. Paul? Kawa, enchanté. De même. On est en train d'enquêter sur un phénomène étrange. En 2006, il y a eu un incident qui a été provoqué par une espèce d'ovni et qui a déclenché les alarmes de 4 silos à missiles nucléaires. Ouais. On est en train de suivre la trajectoire de cet objet. Et comme votre ferme se trouve sur cette trajectoire, on se demandait si vous auriez des informations sur cet événement. La seule chose étrange qui s'est produite à cette époque, c'est qu'on a eu une vache mutilée. C'était en automne 2006 ? Ouais. Je surveillais mon bétail et j'ai vu qu'une de mes vaches était morte. Donc je suis allé la voir.
et j'ai vu qu'on lui avait sectionné une partie de la mâchoire, les organes génitaux et les pieds. C'est dingue cette histoire. On est venu pour parler à un potentiel témoin du phénomène étrange qui s'est produit en 2006, et voilà qu'on nous parle de vaches mutilées. La découpe était tellement nette que les poils étaient coupés en deux. Je connais aucun boucher qui ait un couteau aussi aiguisé. Donc c'était des incisions, pas des morsures animales. Exactement. Autre chose d'étonnant? J'ai pas retrouvé une seule goutte de sang. Ah bon? Ça n'a aucun sens. Il n'y avait pas non plus de traces de pneus dans le coin. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Je peux vous montrer où ça s'est passé. Ouais, avec plaisir. Non seulement cet incident s'est produit sur la trajectoire présumée de l'OVNI, mais il s'est aussi passé à la même époque en 2006. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer si c'est ce même objet qui se cache derrière cette histoire de mutilation. Kees van der Bos conduit l'équipe jusqu'à la limite de son ranch, où il a retrouvé sa vache mutilée en automne 2006. On y est? C'était là. Vous voyez la deuxième rangée d'arbres au loin? C'était là-bas. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments étranges? Le plus étrange, c'est qu'on aurait dit qu'elle était tombée du ciel. Il y avait comme un creux sous son corps de 10 cm de profondeur, et il y avait un cercle de 20 mètres de diamètre dur comme du béton. Donc, la composition de la Terre a été modifiée. C'est quelque chose qui devait potentiellement... Exercer une pression. Et qui est-ce qui a enquêté sur cet incident? J'ai appelé le shérif et il m'a envoyé un adjoint qui a pris 2 photos. Si vous allez au bureau du shérif, ils pourront vous montrer ces photos. C'est quand même bizarre, vous trouvez pas? S'il y a un lien entre ces deux événements, on parle de quelque chose qui était non seulement dans les airs, mais qui a également exploré la vie sur Terre. Il reste des questions en suspens et certaines réponses semblent inquiétantes. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé. C'est vraiment bizarre. Dans le cadre d'une enquête sur un ovni signalé en 2006 dans le Montana, Paul Piban et Kawa Maley ont découvert un lien potentiel entre les ovnis et des mutilations animales. Oui. Bonjour, c'est Paul et Kawa pour Kees Wolverton et Pete Howard. Ok, un instant. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Paul Biban. Comment allez-vous? Kawa, Kees, Bonjour Kees, merci de nous recevoir. asseyez-vous. Kees Wolverton et Pete Howard ont récemment pris leur retraite, après avoir servi plus de 40 ans en tant que shérif. Le fermier qui nous a parlé de cette vache mutilée ne sait pas du tout ni pourquoi ni comment ça s'est produit. Donc il faut qu'on parle aux autorités locales pour comprendre ce qui s'est réellement passé. On a parlé à un fermier qui nous a raconté l'histoire de sa vache mutilée et il nous a dit de venir vous voir pour en savoir plus. Les gens appelaient pour signaler des lumières étranges dans le ciel, mais on ne comprenait pas le rapport avec les vaches. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on patrouillait la nuit pour rechercher des gens et traquer ces lumières. Traquer ces lumières? Les signalements d'OVNI, il y en avait beaucoup. ces mutilations animales et ces lumières étranges dans le ciel, comme vous dites, est-ce qu'elles sont apparues plus ou moins au même moment? Oui. Je pense qu'il y a une corrélation entre ces lumières et le bétail mutilé. C'était il y a 44 ans quand on travaillait pour les forces de l'ordre. C'est là qu'on a commencé à mener ces enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans que vous enquêtez là-dessus. Oui, tout à fait. Entre 75 et 77, c'est là qu'on a eu le plus d'appels. Et je me souviens de l'histoire d'un fermier qui avait traversé son ruisseau pour aller jeter un œil aux 8 ou 10 génisses qu'il avait. Il y en avait une qui était au sol, donc il est allé la voir et il a été choqué par ce qu'il a vu. Du dessous de l'oreille à la mâchoire, il n'y avait plus rien. Un bout de son oreille avait disparu et ses organes génitaux avaient été sectionnés. Et l'autre détail étrange, c'est qu'il n'y avait pas de sang, ni à côté ni sur la vache. C'est la même histoire que celle du fermier qui habite sur la trajectoire de l'OVNI. On lui avait sectionné une partie de la mâchoire, les organes génitaux et les pieds. Ça ne s'est pas produit qu'une fois.
Il y a eu des dizaines de mutilations animales ces dernières années. C'est pas un animal qui aurait pu les attaquer? Non. D'après les preuves qu'on a recueillies, ces incisions n'ont pas été faites à l'aide de la technologie actuelle. C'est-à-dire, elles étaient... Très concises. précises? Oui. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où c'est arrivé? On a dû recevoir une centaine d'appels de gens qui nous parlaient de ces incidents. Et les détails étaient toujours les mêmes. Oui. Il ne pouvait pas s'agir d'un cinglé qui a sévi pendant des années? Ou de l'œuvre d'une secte étrange? Je ne pense pas. Si une personne ou une secte était entrée dans le ranch de quelqu'un, elle ne serait pas passée inaperçue. Il n'y a eu aucun suspect? Non, Jamais? jamais. Et ça fait quoi, presque 50 ans que vous enquêtez sur ces phénomènes étranges et vous avez toujours pas Non. de réponse? Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, ça vient pas de ce monde. Donc, on a un incident impliquant un objet qui se déplace à vitesse grand V. Et qui nous conduit vers des mutilations de vaches. Que ce soit dans le Montana ou dans l'Utah, il y a des choses bizarres qui se passent dans le coin. Je ne suis pas le seul à penser que c'est dingue. Des vaches mutilées. Si je devais choisir un seul stéréotype sur les ovnis que j'écarterais sans y réfléchir, ce serait les mutilations de bétail. Mais j'ai promis à l'équipe qu'on creuserait toutes les informations qu'on trouverait. Et ces infos nous ont mis sur cette piste. Ça semble incroyable. Mais il faut absolument qu'on enquête sur le sujet. On va au moins essayer de déterminer s'il y a un lien entre les vaches mutilées et les ovnis qui pourraient nous permettre de mieux comprendre la situation. Donc, je vais lancer une recherche avec les mots-clés. OVNI, panne et mutilation animale. On va partir sur les 100 dernières années aux États-Unis. Ok. Ok, donc ça ne se passe pas uniquement dans le Montana et dans l'Utah. Ça se passe dans toutes les régions où on élève du bétail. Et c'est quoi ce rapport du FBI à 95%? Je l'ouvre? Ok. Le FBI rejoint une enquête sur des mutilations animales en lien avec des ovnis. C'était en 1976. Sur une superficie de 3,3 millions de kilomètres carrés allant du Tennessee à l'Oregon. C'est le même genre d'histoire que celle qu'on a pu entendre dans le Montana, non? Le sang et des parties de l'animal, comme les organes génitaux, ont disparu. Le département de la justice a autorisé le FBI à participer à l'enquête. Sur les conseils du sénateur républicain Harrison Schmitt, ancien astronaute et scientifique. Si les gens étaient aussi inquiets, c'est qu'ils n'avaient encore jamais vu ça auparavant. On va voir ce qu'on peut trouver d'autre. C'est quoi ça? On a un rapport du FBI sur des mutilations animales en lien avec des ovnis. Tu peux descendre? C'est une lettre du sénateur adressée au FBI. Depuis plusieurs mois, des vaches sont mutilées dans le Colorado et sur la côte ouest. Au moins 130 cas, rien que dans le Colorado. Les incidents se sont produits ces 2 dernières années dans 9 États. À prendre au sérieux. Floyd Haskell, ce n'est pas le même qu'avant, c'est un autre sénateur. En 1979, Griffin Bell, un agent du FBI. Les éléments qu'on m'a envoyés suggèrent l'existence de l'un des plus étranges phénomènes que j'ai vus. Donc on parle de mutilation de vaches, d'attaques qui sont en lien avec des ovnis. Pas uniquement dans le Montana, mais dans tous les États-Unis. Et il n'y a pas que la population qui s'inquiète. Il y a des organismes gouvernementaux et des sénateurs qui sont assez alarmés pour implorer le département de la justice et impliquer le FBI. Et le FBI accepte de participer. Ouais. C'est quoi cette histoire? Les gens sont vraiment inquiets face à ce lien entre les mutilations et les ovnis. Et une enquête a été ouverte. On a quoi d'autre? Des mutilations ont été signalées au Royaume-Uni, au Canada et en Amérique du Sud. Ça veut dire que ces phénomènes ne touchent pas que les États-Unis. On va voir si ça se passe à plus grande échelle et si ça touche le monde entier. D'accord. L'équipe utilise le logiciel pour lancer une recherche dans le monde entier, et non plus uniquement aux États-Unis. Ok, on a 192 résultats. Donc ça ne touche pas que les États-Unis. Ce sont des phénomènes qui se produisent dans le monde entier. Regarde. Ouais. C'est quoi ça? Des mutilations animales dans un refuge.
Un refuge animal de Peruíbe déplore une mutilation animale qui s'est produite la nuit dernière. 4 animaux ont été mystérieusement tués. Les habitants mettent cette attaque sur le compte d'un autre phénomène étrange impliquant un ovni. Les animaux présentent les mêmes blessures, 2 perforations au cou. Ils ont été vidés de leur sang et leurs organes génitaux supprimés. Cet article décrit ce qu'on a vu dans le Montana. Plusieurs témoins ont appelé la police pour signaler un ovni qui se déplaçait à vitesse grand V avant de se poser à 100 mètres de la ville. C'est un dossier qu'il faut creuser. Il faut qu'on envoie une équipe sur le terrain à Peruíbe pour qu'elle demande aux habitants ce qu'ils ont vu. Il faudrait qu'on envoie Nick et Paul. Nick est un agent de renseignement qui est habitué à interroger des témoins. Et Paul est un journaliste d'investigation. Il sait élucider des affaires complexes. On va les envoyer à Peruíbe pour voir s'ils arrivent à obtenir plus d'infos. S'il s'avère que toutes ces histoires de mutilation animale ne sont pas simplement des incidents isolés, qu'elles ne peuvent pas être expliquées par des circonstances contextuelles et qu'elles se répètent dans le monde entier, ça change tout. Oui. Nick Carnesi, agent de renseignement, et Paul Piban, journaliste d'investigation, sont à Peruíbe, au Brésil, pour enquêter sur des signalements d'ovnis. Il nous faut plus d'infos sur ce qui s'est passé ici. Espérons qu'on tombera sur des témoins intéressants. Accompagné de l'interprète Eduardo Braga, l'équipe rencontre Marco Leal, un journaliste qui connaît bien l'affaire. Les attaques sur les animaux de Peruíbe ressemblent à celles qui se sont produites aux États-Unis. On a enquêté sur une série de mutilations animales aux États-Unis qui seraient en lien avec des signalements d'ovnis. Et on aimerait en savoir plus sur ce qui s'est passé à Peruíbe en 2008. Il y a eu un signalement d'ovni. Quelqu'un a vu une lumière posée sur l'herbe et le lendemain, l'herbe était couchée et l'extrémité des brins d'herbe était brûlée. Voilà à quoi ressemblait l'herbe. Regarde ça. Et avec l'homme, ça donne une échelle. C'est immense. Ces signalements ont été enregistrés plus ou moins au même endroit et au même moment que ces mutilations. Il y a forcément un lien. Que houve foram 4 animais que foram atacados estranhamente. Foi caso que foi realmente furo específico, retirado sangue e as genitálias. Eu posso mostrar para vocês, eu trouxe umas fotos aqui, ok? Il a des photos. Esse aqui foi uma das perfurações que foi feita. C'est la perforation. L'une d'elles. Le propriétaire a appelé des vétos et des biologistes pour comprendre ce qui s'était passé. Et pour eux, il s'agissait d'une attaque réfléchie. Ça ne pouvait pas être un animal sauvage. Avec un animal, ça aurait été un bain de sang. Et aussi, quand ça s'est produit, c'était le silence total. Les chiens n'aboyaient pas. Il n'y a pas eu un seul bruit pour avertir les gens que ça se produisait. C'est bizarre. Les animaux de Peruíbe ont été victimes du même genre d'attaque que celles qu'on a pu voir dans le Montana. Donc, naturellement, on se demande si c'est la même chose qui est à l'origine de ces mutilations. Est-ce qu'il s'est passé d'autres incidents de la sorte au Brésil? No ano de 1977, onde as vítimas não eram animais, e sim ataque a humanos. Des gens se sont fait attaquer? Quel genre d'attaque? Il y avait des objets volants qui tiraient des rayons lumineux sur les gens, au niveau du cou, de la poitrine et parfois des jambes et des bras. Des gens? Oui, des gens. Ok. Investigar e conversar com as vítimas que foram atacados por essa luz. Si vous allez là-bas, vous pourrez sûrement interroger des victimes qui sont encore en vie. Des survivants? C'est ça. On est en train de parler d'une attaque d'OVNI où ce sont des gens, des êtres humains qui ont été blessés et non pas des animaux. C'est de la folie. Vocês podem ir que vocês vão se surpreenderem. Ok, il a l'air sûr de lui. J'ai tapé Colares et on en parle de ces histoires, aussi dingue que ça puisse paraître.
Oui. Il y a des occurrences. En 77, un objet volant de nature inconnue. Il y a quelques infos, mais pourquoi on n'en a pas parlé dans le reste du monde? Je comprends pas. Alors, ça se trouve où? C'est une île dans l'Amazone. Je vois aucune route. Je sais même pas comment on y accède. C'est coupé du reste du monde. Je ne vois même pas de pont, à proprement parler, qui traverse le fleuve. Si cet endroit est isolé aujourd'hui, imagine ce que ça devait être il y a 40 ans. Ah ouais. C'est un endroit paumé dans l'Amazone. Si toute cette histoire est vraie, ça m'étonnerait pas que les habitants en parlent encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui a dû marquer les esprits. Non? Pour en savoir plus, il faut absolument qu'on trouve des témoins et des survivants de cet incident. Ça peut tout changer. C'est désert ici. Ouais, on se rapproche du fleuve. C'est parti. Nick et Paul arrivent aux abords de l'Amazone, qui sépare les terres du Brésil de l'île de Colares, où un ovni aurait attaqué des êtres humains en 1977. On est loin de tout. S'il se passe quelque chose ici, le reste du monde ne le saura pas. Ça, non. On est venu au Brésil pour enquêter sur des mutilations animales en lien avec des ovnis. Et on apprend que des êtres humains ont été attaqués. Si des témoins sont toujours en vie, il faut qu'on les retrouve. Et dans un endroit comme ici, le mieux, c'est de parler aux gens. Ça doit être la mairie? Ouais. Câmara municipale, ça vaut le coup d'essayer. L'équipe se rend à la mairie de Colares, dans l'espoir d'obtenir des pistes sur les témoins d'une attaque d'ovni qui se serait déroulée en 1977. Opa! Ah, oi. Bom dia. Vous auriez une minute? Você pode falar minutinho com a gente? Posso. Super, bonjour, Paul. Prazer, vereador Robson. L'équipe fait la rencontre du conseiller municipal Romulo Robson de Oliveira. On a entendu parler de l'incident de 77. On nous a dit qu'il y avait eu une attaque qui avait fait plusieurs victimes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Sim, conheço sim. Bem visto na cidade, as pessoas não gostam de falar, mas eu tenho sim informação sobre isso. Les habitants de la ville rechignent un peu à en parler, mais il peut vous communiquer quelques informations. Ok. No ano de 1977, a cidade de Colares ela foi tomada por pânico muito grande. As pessoas elas não conseguiam mais estar nas suas residências, elas não conseguiam mais viver uma vida normal por consequência de luzes que apareciam. Atravessava a telha ou a parede. Les gens étaient paniqués et cet incident a touché presque tous les habitants. Ah bon? Oui, tout le monde l'a vu. Et les habitants de Colares ne parlaient que de cette attaque à l'époque. Eram mais ou menos 6.000 habitantes. Eu acredito que grande parte da população ela sofreu com esse mal, né? On sentait bien qu'il n'était pas très à l'aise. Et on ne sait pas si c'est parce qu'il avait peur ou... Je sais pas. Mais on doit déterminer ce qu'il s'est passé. Parce que pour le moment, on sait seulement que beaucoup de gens se sont fait attaquer. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un événement qui s'est produit ici dans les années 70? Il ne sait rien et il doit retourner travailler. Ok. Il ne voulait pas en parler. Ouais. D'accord. Bon, Il ne veut pas en parler. Non? Vu la réaction des gens, il s'est passé quelque chose, mais personne ne veut parler. Reste à savoir pourquoi. Je ne sais pas si c'est par peur ou malaise qu'ils refusent d'en parler, mais ils ferment leurs portes en nous voyant. Ça me donne encore plus envie de creuser. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous aussi méfiants? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Colares dans les années 70? Ok, il connaît un certain Naoto qui s'est fait attaquer. Donc il vous conseille d'aller discuter avec lui. Naoto? Oui. Ok. Est-ce qu'il sait où il habite? Oui. on n'a parlé qu'à des gens qui en ont entendu parler de loin. Mais là, on a l'adresse d'un témoin qu'on va pouvoir interroger. Son témoignage est important parce que ce ne sont pas les rumeurs qui nous intéressent. On veut quelqu'un qui a été impliqué dans l'attaque. Je veux vraiment comprendre ce qui s'est passé. Le plus important, ça va être de lui donner envie de se confier. Oui, je pense qu'on y est. On y va.
Y a quelqu'un? On a entendu parler d'un événement très étrange qui s'est produit ici dans les années 70. Et on nous a dit que vous l'aviez vécu. Vous pouvez nous en dire plus? Eles estão investigando incidente que aconteceu aqui em 77. Acho que o senhor estava envolvido também. Il est réticent. On aimerait en savoir plus. Désolé de débarquer à l'improviste. Ok. Il est d'accord? Oui, il est d'accord, même s'il est réticent. Ok, super. On a entendu beaucoup de choses sur un incident qui nous a paru extrêmement étrange et qui s'est produit ici en 77. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Foi em 1977 que aconteceu em Colares. Un soir, il était parti pêcher et il est rentré chez lui dans cette maison. Il dormait, il devait être 1h du matin. Il s'est réveillé et il a vu des rayons qui visaient sa jambe. Sérieux? Il a senti 3 piqûres ici. Et qu'avez-vous fait? Au début, il n'arrivait plus du tout à bouger. Il était complètement paralysé. Après 15 minutes, il a pu appeler à l'aide. Il a demandé à sa copine ce qui s'était passé et les lumières avaient disparu. Elle lui a dit qu'il s'était fait attaquer par un objet qui envoyait des rayons lumineux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces rayons lumineux? De lá, circulando na cidade aqui. Il venait de la même direction. Il venait d'une plage et il faisait des tours au-dessus de la ville. C'était rapide, mais ça s'est reproduit dans la nuit. Vous pensez que c'était quoi? Il se passait quoi? Eu não sei. Não sei. Il ne sait pas. Les attaques d'OVNI ont débuté cette nuit-là. Et ça a continué combien de temps? Ça a continué 6 mois après qu'il s'est fait attaquer. Il y avait des dizaines de victimes. Il n'était pas le seul. On pensait que c'était arrivé qu'une fois. Tous les soirs, vers 18 ou 19 heures, les lumières attaquaient. Tous les soirs? Oui. C'était la panique générale. Les gens se servaient de leur arme à feu pour tirer sur les lumières. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. A doutora, ela dava o trabalho dela aqui em Colares. Trabalhava aqui. Ela remitia. Mas muita gente não foram. Porque eu tô lembrado que ela me mandou para lá. Donc, il y a une femme qui a vu toutes les victimes de ces attaques? Oui. Il s'est passé quelque chose de terrifiant ici. Mais il faut qu'on détermine si c'est un ovni qui a envoyé ses rayons lumineux sur lui et les autres victimes. Ou s'il y a une raison plus logique à tout ça. Et les attaques se sont arrêtées du jour au lendemain. Plus de lumière. Il dit que ça s'est arrêté au moment où l'armée est arrivée. Ah bon? L'armée est venue? Sim. Il dit que l'armée a une trace de ces attaques. Ils savent exactement ce qui s'est passé. Mais ils gardent ces informations pour eux. Ils l'ont appelé l'opération Soucoupe. Plus on creuse, plus cette histoire devient dingue. L'armée brésilienne était impliquée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'armée était là pour protéger les gens ou cacher quelque chose? Dans le prochain et dernier épisode de Contact, L'armée a débarqué et a pris le contrôle de l'île. C'est quoi l'opération Soucoupe? Robert Bigelow a racheté tous les documents liés à cet incident au gouvernement. On le connaît, ce nom. Pourquoi est-ce que Robert Bigelow, qui collabore avec la NASA et l'ATIP, a racheté ces documents hautement confidentiels? S'il peut accéder à ces documents, nous aussi. Il les a vus plonger dans l'eau. C'est vrai? Ces objets ne volent pas seulement dans les airs. Ils vont aussi dans l'eau. On s'attendait absolument pas à ça. Ces objets étranges tapis dans les eaux qui émettent des sons bizarres et qui se déplacent à une vitesse incroyable. On ne sait pas ce que ça peut être. Nos pays, nos gouvernements sont inquiets et c'est normal.